Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va revoir les résultats de Ruby au premier semestre 2021. Donc avant de commencer, je vous rappelle simplement que je suis un simple amateur, donc cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement. Euh, voilà, à vous de faire votre propre analyse bien évidemment. De plus, moi je suis actionnaire de Ruby, donc cela expose cette présentation à un biais supplémentaire. Alors, si on s'intéresse aux résultats du premier semestre, ils sont effectivement pas très bons et d'ailleurs ça a été sanctionné euh, par le marché avec une baisse assez significative du titre. Ce qu'on voit, c'est que le chiffre d'affaires euh, est stable par rapport au premier semestre 2020 et reste de 20% inférieur à celui du premier semestre 2019. Donc la période post-Covid n'a pas encore récupéré. Si on s'intéresse aux résultats opérationnels courants, donc celui-ci reste inférieur par rapport à la période pré-Covid de 12% malgré tout. Il est quand même en augmentation par rapport à 2020 qui avait été fortement touché par la crise Covid. Ce qu'on voit, c'est surtout la branche distribution qui est touchée. Donc pour vous rappeler Ruby, il y a trois grandes branches. La branche distribution de carburant et de bitume qui représente la majorité de son business, une branche support et service qui est la deuxième branche, et puis il y a une venture capital qui est dans le stockage, dont ils dissocient une partie de leurs résultats. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement le résultat des services, lui, continue à grossir, mais reste encore marginal dans les résultats. Si on s'intéresse aux résultats nets, parce que finalement c'est ça qui nous intéresse, on reste 13% inférieur versus 2019 et encore 2% inférieur à 2020. Donc le rebond post-Covid n'est pas encore complet et on aurait pu s'attendre à un résultat un peu meilleur sur ce semestre et c'est pour ça on imagine que le titre a été pas mal sanctionné en bourse au vu des résultats. Donc ça c'est pour le représenter de manière un petit peu différente. Donc par semestre, vous voyez que la branche distribution, déjà en 2010, le deuxième trimestre 2019, c'était en baisse, forte baisse des résultats opérationnels en 2020, avec un rebond dès le deuxième semestre, mais un rebond qui se poursuit sur le premier semestre 2021, mais qui n'est pas encore complet. Et comme vous le voyez, la branche service, même si elle est en augmentation, cette augmentation ne suffit pas à compenser la baisse de la distribution, qui est vraiment le secteur sinistré. Malheureusement, c'est le principal, enfin c'est le cœur de son business en soi. On voit que la branche stockage évolue bien, malgré un repli là aussi au premier semestre 2021. Donc un frein du rebond, ou en tout cas une frein de la poursuite post-Covid, ce qui est un peu décevant là aussi. Alors si on s'intéresse aux résultats par action, on voit que c'était écroulé au premier semestre 2020, qu'il y a eu un bon rebond au deuxième semestre 2020, et peut-être ce à quoi s'attendait le marché, c'est poursuite de ce rebond, et là au contraire on a un petit recul, et donc résultat un peu décevant. Si on s'intéresse au free cash flow, on voit que, c'est pour mémoire, hein, que celui-ci était positif et était en augmentation de manière assez significative en 2019 et en 2020, ce malgré la crise Covid. Donc du coup, en termes de niveau de dette, l'endettement en 2021 avait été faible, et ce du fait de en fait, ce free cash flow positif malgré la crise Covid s'expliquait parce qu'ils avaient vendu 45% de Ruby Terminal. Donc ça avait rentré pas mal de cash et permis de désendetter pas mal l'entreprise. Donc ce qu'on voit, c'est que sur le premier semestre 2021, son niveau d'endettement réaugmente, mais comme elle partait de bas, on reste encore à des niveaux d'endettement tout à fait acceptables pour un peu moins de 400 millions d'euros. Donc si on exclut l'année 2020 où le free cash flow était relativement élevé, on voit que ça pourrait représenter, allez, on va dire 2 à 3 années de free cash flow, cette dette, donc un niveau d'endettement
qui reste tout à fait, semble-t-il, gérable. Voilà. Si on visualise sur ce graphique le niveau de valorisation sur différents critères, donc le PER en jaune, le price to sale en orange clair, on va dire, le VE sur EBIT en orange foncé et le price to cash flow en rouge, on voit que actuellement on est sur des niveaux de valorisation historiquement bas. Hein, alors ça s'explique parce que probablement les résultats de ces 2 dernières années sont effectivement moins bons. Néanmoins, ça a été quand même pas mal intégré par le marché avec des niveaux de valorisation qui sont actuellement bas. Hein. Un price to sell inférieur à 1, un PER actuellement autour de 18,5, un VE sur EBIT inférieur à 13, c'est quand même relativement faible, donc des niveaux de valorisation tout à fait acceptables. Donc maintenant, si on s'intéresse à la perspective, si on s'intéresse, donc effectivement, ce qu'on voit, c'est que on avait dit que c'était surtout le secteur de distribution qui était en panne. On voit que le principal zone géographique qui est impactée, ça reste les Caraïbes avec une diminution de 50% du résultat opérationnel par rapport à 2019. Et c'est ça qui grève le reste du résultat parce que en Afrique, on est en augmentation versus 2019, un fort rebond en 2020. Et en Europe, on est globalement stable avec un moins 2% versus premier semestre 2019. Donc c'est vraiment le secteur Caraïbes qui est fortement atteint. Alors effectivement, il y a une part qui s'explique par le Covid et surtout en fait, eux, ce qu'ils mettent en relief dans leur présentation, c'est que c'est surtout la situation politique à Haïti qui les perturbe, parce que si vous excluez Haïti, finalement, on n'est pas à moins 50% versus premier semestre 2019, mais moins 30%. Donc ça reste une grosse diminution, mais on voit que Haïti, c'est une grosse part de cette baisse. Alors, la question c'est est-ce que dans ces pays Caraïbes, la consommation finalement de pétrole pour l'essentiel va reprendre? Il n'y a pas de raison, hein, ils n'ont pas tous acheté des Tesla, donc normalement ça devrait se normaliser, même si effectivement le tourisme va mettre du temps à se remettre. Et là, finalement, ce qui les grève plus que le Covid, semble-t-il, c'est la situation à Haïti. Voilà, c'est ce que je vous mets en relief là. Alors, il y a la question de... Alors, voilà, alors, si on s'intéresse au nombre de stations dans les Caraïbes, on voit que Haïti, c'est leur principale implantation avec 133 stations et que c'est voilà, la première implantation en termes de géographique. Donc 133 sur 400, c'est plus d'un quart de leur implantation. Donc effectivement, si le pays est à l'arrêt, les résultats resteront très médiocres. Voilà. Après, moi je suis pas capable de savoir si ça va reprendre à Haïti, mais je vois pas la raison pourquoi à moyen terme ça ne reprendrait pas. Alors juste sur l'aviation, effectivement le tourisme et l'aviation, bon, en pratique c'est entre 2 et 5% du résultat opérationnel de régime de distribution, donc même si c'est en chute libre avec une diminution de plus de 50%, ça reste un faible pourcentage dans l'absolu de sa marge opérationnelle, donc c'est pas ce qui le grave le plus, c'est vraiment Haïti en première ligne. Bon, si on doit conclure, on observe une normalisation en cours de ces résultats, même si c'est incomplet, même si cette normalisation ralentit, la trajectoire est là, si ce n'était ralenti par Haïti qui grève les résultats de tout le secteur distribution au complet. Alors eux, ce qu'ils mettent en avant dans cette présentation de leurs résultats, c'est que l'Afrique de l'Est est en forte croissance, que la distribution du bitume et de leur station-service est en plein développement. Alors, ils sont en train de renouveler le parc, etc., que c'est une zone géographique en plein développement. Mais en tout cas, on a l'impression qu'ils mettent vraiment cette zone géographique en avant et qu'ils parient là-dessus pour prendre le relais des résultats décevants de la partie Caraïbes. Bon, au niveau d'endettement, de manière très superficielle, on sent qu'il est
acceptable même si les résultats sont pas très bons, car on partait d'une situation relativement saine. Et puis même si ces résultats sont moins bons qu'escomptés, on reste sur des niveaux de valorisation historiquement bas comparé aux dernières années. Euh, donc voilà. Euh, voilà pour l'analyse de l'entreprise rugby. Bien évidemment, c'est pas un conseil d'investissement ou de non-investissement. C'est à vous de faire votre propre analyse. Voilà, j'essaie simplement de synthétiser ces derniers résultats. Allez, au revoir et à bientôt.